Tout à fait, oui, je suis Ah là. bon, Bonjour tout le monde. Ah, Bonsoir, désolé. Monsieur Glaise. Bonjour Monsieur Glaise. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre-Henri. Donc, je vais présenter Pascal, qui est notre invité du jour, qui est d'abord un ami de longue date. On ne compte plus les années avec Pascal. Ensuite, c'est un grand nom de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie arthroscopique. Il est l'un des pionniers de l'arthroscopie en France. Il a beaucoup œuvré au sein de la Société française d'arthroscopie. On s'est retrouvé là-bas dans ce groupe de travail qui nous a permis de mener notre spécialité un peu plus loin. Et puis, il a aussi beaucoup travaillé à la Sofcote dans un cadre qui rejoint un peu le cadre de ce soir, qui est le cercle Nicolas Andry, qui est un lieu au sein du congrès de la Sofcote où on parle de sujets qui sortent un peu de la chirurgie orthopédique au sens strict. Et puis, il a énormément d'idées et il a mené énormément de projets, en particulier un projet qui s'appelle Persomed, qui est un projet d'information du patient. Donc, il est très attentif à la fois aux relations avec les patients, mais aussi aux relations entre les professionnels de santé. Donc, il va sans doute nous en parler en détail ce soir et je lui laisse la parole en le remerciant chaleureusement au nom de toute l'équipe. Merci Pierre-Henri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour Pierre-Henri pour cette introduction grandiose. Oui, comme toi, nous avons travaillé des années pour la chirurgie de l'épaule, l'arthroscopie. Donc, je suis très heureux d'être invité ce soir et je le suis d'autant plus que j'aime votre clinique. Vous y avez testé les fiches d'information de Persomed, les parcours patients dématérialisés. Et chaque fois que je vous ai rencontré ou chaque fois que j'en ai parlé avec Pierre-Henri, c'est un endroit particulier. Il y a quelque chose de spécial chez vous et j'espère qu'à la fin de l'entrevue, vous me demanderez pourquoi. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles je suis très heureux de contribuer aujourd'hui. Pour moi, j'en suis flatté, c'est un honneur. Et le sujet est particulièrement difficile. Traiter en 20 minutes la psychologie du bloc alors que ça implique la gestion d'équipe, la gestion des risques, les formations, la structure, l'organisation, le profilage des postes, des disciplines. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'être invité. Et cette initiative, tout le monde a des centres de formation de partout, mais tout dépend ce qu'on en fait, quoi et comment. Lorsqu'on lit le programme, lorsqu'on voit dans quel esprit elle est, et qu'on est capable de m'inviter moi pour parler de psychologie du bloc sans me demander mes diapositives à l'avance, je me dis que c'est quelque chose de particulièrement intéressant, original, même si le sujet est assez difficile pour moi. Pourquoi ? Parce que dans chacune des dias que je vais vous présenter, on pourrait passer 2 heures, on pourrait discuter, c'est des thématiques de réflexion. Donc, je vais essayer de faire au mieux, de ne pas trop parler. Et une fois encore, merci Pierre-Henri et merci à cette merveilleuse clinique de m'inviter à contribuer un petit peu à cette belle initiative. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Donc, j'appuie sur le bouton idoine. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Parfait. Oui. Voilà, OK. Donc, le titre officiel, c'est Psychologie du bloc opératoire. Donc, pour les 283 diapositives que je vais vous présenter en 3h45, je me suis permis déjà de changer le titre parce que ce n'est pas un titre anodin. Donc, j'ai rebaptisé ça « La difficile gestion au quotidien des acquis de l'humanité en matière de soins à soi et à autrui » ou « Comment perdre en 3 minutes 30 au bloc environ 8 millions d'années d'évolution naturelle de l'être humain ». Je trouve que ça colle mieux parce que c'est ce qui se passe quelque part au bloc et toutes ces choses qu'on a sur le dos, il faut bien des fois dans ces situations-là les gérer. Donc, je me suis permis de rajouter un petit chapitre, je ne pouvais pas faire autrement, c'est un rappel neuroscientifique. Tant qu'on n'a pas compris ça, on a du mal à gérer les problématiques de tension et de relations interhumaines. Donc, nous autres, les êtres humains, nous sommes avant tout des mammifères. Il ne faut pas l'oublier, même si nous sommes des mammifères pensants. Nous avons donc 3 cerveaux. Le premier, c'est celui des fonctions neurovégétatives. Est-ce que l'on mange ? Ça, c'est les fonctions de survie, manger, dormir, se déplacer, etc. Donc, on comprend bien que lorsque ces fonctions de survie neurovégétative ne fonctionnent pas, tout le reste ne fonctionnera pas bien. C'est-à-dire, en gros, si on n'a pas mangé,
ça va être plus dur de gérer les interactions affectives. Donc, c'est la chose de base qui fait que le mammifère est vivant. Ensuite, ce mammifère a évolué en 8 millions d'années. Il a développé un deuxième cerveau, celui qui est marqué au milieu en violet. C'est celui qui a créé le parent care. C'est le cerveau qui fait qu'on se sent bien ou qu'on ne se sent pas bien. C'est le cerveau de l'instinct du bien-être ou du mal-être. Il s'est créé lorsque l'homme, grâce à la colonne vertébrale, au déplacement, à la complexification des événements qu'il devait gérer, a dû prendre des décisions. Lorsque cette décision était bonne, il évitait le baobab, il mangeait le mammouth, il avait une satisfaction. Lorsqu'elle était mauvaise, c'était souffrance ou mort. Ça a été la naissance de l'émotion, c'est-à-dire le ressenti affectif profond de comment on est à un moment particulier. Et ce ressenti est exclusivement positif lorsque l'on donne du soin ou lorsqu'on le reçoit du soin. On a faim, on mange, on voit les autres, etc. C'est la naissance du couple, de la tribu, de la famille, de la société, des lois, de la déontologie, du soin tel qu'on le connaît, etc. Donc, c'est ce cerveau qui fait que nos ressentis vont nous faire prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, mais toutes auront comme pour seul but celui de faire du bien à l'autre et à nous-mêmes, parce que c'est l'instinct que l'on ressent bébé, c'est l'instinct que l'on ressent papa ou maman, et c'est l'instinct qui fait qu'on est capable de vivre avec les autres. Donc, ce cerveau, même si nous sommes, nous, à notre époque, persuadés que c'est la réflexion qui guide nos quotidiens, c'est celui qui fait qu'on se sent bien ou pas bien et qui va conditionner toutes nos autres attitudes, compréhensions et décisions. En plus, c'est ce cerveau-là qui va permettre, s'il est bien irrigué, parce qu'on donne du soin comme on le veut et qu'on reçoit le soin qu'on estime devoir avoir, c'est ce cerveau qui va permettre de développer notre troisième cerveau, le cortex, celui qui pense, qui communique, qui a la mémoire, qui anticipe les actions, qui permet de comprendre. Un bien-être profond qui n'est pas acquis va limiter le développement du cerveau. Alors on disait ça marche jusqu'à 5 ans, 7 ans, 17 ans. Non, c'est faux. Toute la vie, lorsque nous donnons le soin et que nous recevons le soin, notre cerveau se développe. Lorsqu'on engueule un gamin en lui disant « t'es un idiot », on limite ses capacités intellectuelles futures. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime beaucoup, ou qu'on l'aime, eh bien, on va multiplier ses neurones, et toute sa vie, ces neurones feront d'une manière algorithmique qu'il sera plus intelligent, plus sensible, plus apte à comprendre les choses. Donc, vous voyez, ça donne déjà une coloration pour la compréhension de ce qui va suivre. Quant au cortex, eh bien, comme disait Platon, c'est la prison des sens. On a 80 000 idées qui nous traversent la tête tous les jours, dont 60 000 de rumination de la veille sur les choses négatives. C'est pour ça que tous les gourous et les cuicuis disent « lisez autre chose, voyez la nature, regardez par la fenêtre ». Parce que quand on est dans des ambiances de morosité ou de souffrance affective, on ressasse ça et ça perturbe nos actions, nos décisions, nos jugements et bien évidemment la conduite de travail en équipe comme ça peut être au bloc. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre également la notion de neurone miroir. Lorsque vous coincez les doigts dans une portière, vous avez mal et vous allumez dans votre cerveau des centres de la souffrance. Lorsque vous voyez quelqu'un se faire coincer les doigts, vous allumez exactement les mêmes neurones. Sauf que si vous êtes de l'autre côté de la rue et que c'est un inconnu qui se fait coincer les doigts, vous avez mal pour lui, mais bon, ça va. Si c'est votre enfant ou votre conjoint, vous allez les allumer 1000 fois plus fort, ces neurones miroirs. Tout ça pour expliquer que lorsqu'on soigne quelqu'un, il se déverse sa souffrance en nous. Lorsqu'un praticien voit 30 malades qui déversent leur souffrance, s'il n'arrive pas à au moins exciter ces centres de la souffrance, le patient le sent et il ne sera pas crédible. Lorsque vous, infirmier, cadre de bloc, avez le sentiment qu'il y a une souffrance devant vous d'un être tiers, et quelqu'un qui rentre dans un bloc, c'est un être tiers, mais qui nous est cher puisqu'il nous confie sa vie, sa guérison, etc., on ressent sa souffrance et c'est ça. Et on souffre également. Donc ça explique les burn-out des soignants, les burn-out des praticiens, parce qu'il y arrive un moment où les stimulations de souffrance sont telles qu'on ne peut pas les supporter plus avant, surtout et particulièrement lorsqu'on n'est pas capable, du fait de la structure, des conditions de travail, de la formation professionnelle, etc., d'y répondre. Il n'y a pas de plus grande souffrance pour un soignant que de sentir la confiance
d'un autre être humain et de ne pas arriver à y répondre, non pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'en a pas les capacités, c'est que tout un ensemble fait qu'il ne peut pas. Et tous les jours, tout le monde a des difficultés de partout. Et quand on voit les difficultés des soignants actuellement, et je m'occupe de maternité en ce moment de bientraitance, vous avez des sages-femmes qui pleurent sur le parking parce qu'elles savent qu'elles vont être seules la nuit pour 4 salles d'accouchement. Celles-là, les neurones de la souffrance s'allument déjà avant d'arriver au travail parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas répondre à leur pulsion de soins. Donc, c'était un préliminaire, mais qui est important parce que je ne peux pas tout dire, je n'ai que 20 minutes chronométrées, je sais que Pierre-Henri est très attentif, donc j'ai voulu me faire plaisir et balayer d'une manière très superficielle des grandes thématiques en espérant être réinvité au deuxième tour pour pouvoir développer l'une ou l'autre chose si vous le souhaitez. Donc, l'analyse des difficultés. Déjà, il y a la difficulté technique. Quel est le niveau de formation? Quel est le niveau d'expérience? Ça doit être corrélé avec l'organisation et les conditions de travail. Une IBOD bien formée, avec un chirurgien qui le connaît, va maîtriser tout. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. L'adaptation technique est là. Et vous voyez, mais il y a une contrainte d'exigence personnelle qui fait que plus on est un technicien et plus de toute façon ça va. Et la meilleure réponse aux difficultés personnelles, c'est de s'en foutre. Et si tout le monde s'en foutait, il n'y aurait pas de burn-out des soignants. Et c'est le petit logo que j'ai mis à gauche, c'est-à-dire l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, c'était un dessin technique absolument abominable où on calculait la longueur des membres. Et Léonard de Vinci, en voyant ça, il a vu l'homme qui fait face à l'avenir de l'humanité. Donc, il a transformé cette chose technique en un art. Et nous tous au bloc, vous, Ia, Dibod, nous tous qui sommes des soignants, fondamentalement, nous ne pouvons que avoir envie de transformer le geste technique en art, parce qu'on aura l'envie de faire bien, de faire parfaitement bien, et c'est ça qui va nous nourrir et qui fait qu'on sera heureux pour le bien qu'on a donné et pour le bien qu'on a reçu. C'est le parent de cœur originel de tout à l'heure. Alors évidemment, cette exigence d'art nécessite de la formation, de l'organisation et de bonnes conditions de travail. Deuxième difficulté qui nous met en jeu tous, et quand je dis tous, c'est tous les contributeurs de l'équipe du bloc, praticiens, IAD, IBOD, tout ça, c'est la résistance au risque. On est tous différents. Quelle est l'horloge interne? On sait que certains ne peuvent pas, d'autres adorent le risque, ils sont à fond tout le temps, peut-être même trop. La résistance au risque, elle est donc dépendante d'une horloge interne, du niveau technique de chacun, on l'a vu, et bien évidemment de l'environnement local et personnel à la maison. Il est bien évident que quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, qui n'est pas à niveau et qui s'est fait engueuler le matin en sortant de chez lui, quand il arrive, il ne va pas être au top pour faire son job. Et en plus, il va souffrir toute la journée parce qu'il va sentir que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Et ça, cette résistance au risque, c'est ce qui nous caractérise tous, travailleurs du bloc opératoire. Donc, troisième chose pour l'analyse des difficultés qui se présentent, donc on a vu l'adaptation technique, la résistance au risque et bien évidemment les relations humaines. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça finit toujours là puisque c'est des tensions, c'est une équipe et on sous-estime totalement la qualité de ce qu'on fait chaque jour. C'est militaire ce qu'on fait. Chaque opération, on part sur un commando. Il faut qu'on ait la même vision, la même discipline, le partage des valeurs. Et cette cohésion d'équipe fera la réussite de l'opération. On le sait tous, c'est profondément en nous. On se mouille pour quelqu'un qui a une atteinte à son intégrité corporelle, on l'abîme, on fait en sorte qu'on porte encore plus atteinte à son intégrité en se disant « ouais, mais on sait que ça va marcher ». Donc, on saute tous à l'eau, tous ensemble. Et si ces relations humaines sont difficiles, pas bonnes, et s'il n'y a pas de partage de vision et de valeurs, on souffre tout le temps de toute façon. La dernière chose, c'est l'impact patient, soignant et structure que l'on a tous en tête, qu'on le veuille ou non. On sait tous très bien que pour un événement indésirable déclaré, il y en a 10 qu'on voit passer et qui nous rendent malades. On a tous une volonté d'exigence, de qualité qui fait que quand ça coince, quand la boîte n'est pas là, quand ceci, cela, le malade dort, on sait tous ces événements-là, ça nous fait souffrir parce qu'on ne peut pas supporter l'idée d'un manque à gagner de chance pour le patient. Ça a un impact sur nous aussi pour les raisons que je vous ai données avant. Si le malade n'est pas pris en charge au prorata de la confiance qu'il nous fait, on souffre. Et puis, ça a un impact sur la structure parce que les cliniques ferment, les établissements ferment.
On a fermé les maternités, il n'y a pas eu de remplacement, il n'y a pas eu d'augmentation des postes en CHU. Donc maintenant, c'est dramatique et je parle de maternité parce que j'y suis beaucoup en ce moment. Mais la santé souffre dans notre pays parce qu'on a joué sur la passion des gens. Et c'est comme les inspecteurs de police, c'est un boulot passionnant. Donc tout compte fait, puisque c'est ça, on ne les paye pas. Et puis on attend que ça bouge. Et là, tout le monde n'en peut plus parce que cet impact-là, on le ressent au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, communication et dialogue, la psychologie au blog, c'est la première des choses. En préliminaire, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on reçoit de ce qui se passe au quotidien pour qu'on ait une attitude X ou Y? Donc ça, c'est le « je reçois ». Ce « reçoit » se fait dans un contexte. Et ces contextes, je fais maintenant des audits de bientraitance dans les établissements, il est extrêmement dépendant des conditions du travail. Est-ce qu'il y a des supports d'expression? Est-ce qu'il y a des réunions avec les cadres, avec la direction, avec les médecins? Comment se passe l'encadrement? Quel type de management quelque part? Quels sont les processus extra-techniques et organisationnels? Est-ce qu'on mange ensemble le midi? Est-ce qu'il y a des endroits pour écrire là ça ne va pas, il faudrait changer ceci? Est-ce qu'il y a des écoutes, des échanges? Dans votre clinique, je sais qu'il y a toujours une quête de bien faire. Chaque fois que j'y suis venu pour tester mes solutions personnelles, j'ai toujours vu une vraie volonté de tous, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Et c'est loin d'être le cas. Il y a des endroits, il n'y a pas de réunion du tout, même avec les cadres pendant des mois. Donc, le contexte fait que lorsqu'il se passe quelque chose et qu'on reçoit un événement quelconque, quelles sont nos capacités? Donc, pour le recevoir au mieux, il faut d'abord être bien dans ses pompes. Il faut avoir de l'estime de soi, il faut avoir une sorte d'autonomie affective. C'est sûr, en extra-professionnel, si plus rien ne va, on se pose des questions et c'est plus difficile de gérer un événement de commando de guerre lorsqu'on attaque dans le sous-bois. Vous voyez, c'est ça un bloc opératoire. Donc, il faut savoir que ce qu'on reçoit va être fonction proportionnée à ce qu'on est de l'estime de soi qu'on a. Et là, le critère de base, c'est d'être le mieux possible dans ses pompes, pas se remettre en cause plus que ça. Il faut se protéger. Ensuite, il faut décoder l'information qui vient. On a beau être dans sa bulle en se disant « bon, moi, je vaux ça », ce qui se passe là, ça ne colle pas avec moi, avec l'image que j'ai de moi. Ben, il faut la décoder. On le sait tous, vous êtes tous expérimentés. Le chirurgien, des fois, il va dire 10 fois le même truc qui va être gonflant. Il n'y a rien de personnel. Il se réassure. En fait, il a peur. Ou alors il panique, mais il ne va pas le dire comme ça. On connaît tous les instruments qui baladent, qui balancent, etc. Donc ça, l'IBOD ou qui que ce soit dans un bloc, on est tous confrontés à des situations de guerre. Donc il faut être capable de dire là, l'autre il pète un câble, l'autre ça va. Là, il y a de la tension, on est tous ensemble. Alors là, vous voyez à droite, il y a l'euphorie aussi. On sait les matins, tout va bien. Il y en a un qui rigole, l'autre rigole, et pouf, paf, toc, là, il y a un pépin. C'est toujours là qu'il y a un pépin. Donc, cette gestion de groupe, chacun d'entre nous, médecin, personnel, c'est une même équipe, c'est le camembert de la responsabilité, qu'on ait une petite tranche ou une grosse tranche, on est tous dans le même camembert. C'est être en capacité de savoir ce qu'on vaut, pas se remettre en cause plus que de raison, et être capable d'analyser la phénoménologie de chaque événement. Ah, là, tout le monde s'excite, c'est pas cool, il va y avoir un pépin, ils font plus attention. Là, ça parle. Là, l'autre, il est surexcité, ça va pas bien se passer, etc. Pour arriver à rendre quelque chose. On a reçu quelque chose, et puis après, il faut donner. Et ça, vous le savez tous, il faut essayer de s'élever. On est dans une situation de groupe, il y a des tensions, donc c'est pas tiens, l'autre il est en train de merder au bloc et paf, je te lui envoie un truc, mine de rien là, et hop, non, ça ne peut être que le pire pour tous de toute façon. Là, il faut être, et ça, on se le dit tous, mais dans l'événement, la difficulté, la tension, l'accident opératoire, les choses qui manquent, etc., il faut être en capacité d'oublier tout ce qui n'est pas pour le patient. Même si le chirurgien est pénible, on s'en fout, il y a le patient, lui, il a ses neurones miroirs qui sont à fond la caisse, il est paumé, il a mal pour le patient, il ne sait pas, le temps passe, ça saigne, etc. Il faut prendre de la distance, rester dans sa bulle et son estime de soi et ne penser qu'au patient. Et là, j'avais fait une grande conférence sur les 3 règles de l'éthique. Alors, la première règle de l'éthique, c'est « et si c'était un proche, que ferais-je » La deuxième, c'est « et si c'était un proche, que ferais-je » Et la troisième, c'est la même. Et je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure si je ne parle pas trop longtemps, mais j'arrive à la fin.
Donc, il faut être capable d'oublier les affects, les choses comme ça. Il faut cultiver la culture et l'éthique personnelle et collective dans le bloc. L'autre, il a été infect ce matin, mais j'ai tenu le coup, j'ai été cool. Puis ma foi, quand on a mangé le midi, c'est bon, c'est passé, quoi. Il faut penser à sa valeur personnelle, à ce qu'on voit en dehors de cet endroit. Il faut se protéger parce que ce qui se passe dans un bloc n'est pas anodin, même si pour nous c'est banal parce qu'on y est tous les jours depuis 30 ans. Ce n'est pas banal du tout. C'est des situations d'exception pour des gens d'exception qui, avec leurs mains, vont soigner des gens qui nous font confiance. Ça, trouver un endroit où ça se fait, ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, la gestion des conflits. Alors, je reprends Winston Churchill, qui avait un peu l'habitude des choses, c'est ne jamais gaspiller une bonne crise. Donc, je vous l'ai dit et redit, préserver l'estime de soi. Il faut aller au-delà de l'autorité de référence pour éviter des agressions non justifiées. Si on doute de soi, dès qu'il se passe quelque chose, on se remet en cause, on souffre, et très souvent, ce n'est pas justifié. Il faut avoir conscience du rôle et des responsabilités de chacun. Le chirurgien, c'est quand même un acteur solidaire qui est responsable de tout. Le malade est venu le voir, le malade avait une atteinte à son intégrité, il a demandé l'aide de la société, il a choisi une personne, c'est le chirurgien qui amène le malade. Donc même s'il est cool, s'il est sympa et qu'il opère et tout, il a ses neurones miroirs à fond, parce que le malade, parce qu'il a de l'arthrose, mais quand on lui a ouvert la hanche, il a de l'arthrose et en plus, il a une désarticulation. Si là, le chirurgien rate son coup, le malade meurt. Bon, ça n'arrive pas, bien sûr, mais le stress vécu par le soignant, à ce niveau-là, est extrêmement important. Et je ne le dis pas pour défendre une corporation, on a tous des niveaux de stress importants, mais il faut être conscient qu'un chirurgien, dans une salle, il est responsable de tout. La faute d'asepsie de l'anesthésiste qui ne va peut-être pas faire ça, c'est le chirurgien qui est responsable. Donc au final, même si des fois on sent que c'est difficile avec lui, il faut le comprendre, il faut avoir cette distanciation qui fait qu'on va analyser la phénoménologie de ce qui se passe pour le prendre par le haut, préserver soi-même, mais préserver l'autre aussi. L'anesthésiste et l'infirmier de bloc, c'est ce que j'appelle la délégation permanente. C'est des gens qui sont en permanence en attente. Ils font le job et après ils attendent. Demander à un pilote d'hydravion de se transformer en pilote de chasse ou d'A320 de se transformer en pilote de chasse en 20 secondes le jour où il y a une attaque. C'est ça le boulot de l'anesthésie. Donc, c'est des gens qui ont un profil psychologique différent de nous. Nous, on est à la guerre, on court, on est dans les tranchées, on a le fusil. Eux, ils attendent. Voyez. Et puis, à un bon moment, pof, il faut qu'ils soient plus rapides qu'un guerrier super-héros. C'est une autre psychologie, c'est une autre difficulté à gérer. Il faut le savoir. L'IBOD aussi, c'est un opérateur, pleinement un opérateur. Il est dépendant, certes, du chirurgien, mais l'IBOD fait partie de l'intervention et il est perçu comme ça par le chirurgien. C'est un social technique, mais on le sait tous, psychique, affectif. On est content d'être. Et puis le bonheur de travailler avec des gens qu'on apprécie, d'aller à la guerre au front avec des gens avec qui on sait, avec ceux-là au commando, je me sens bien. Donc, quand il y a des pépins, c'est celui qui ne fait rien n'a jamais d'erreur. Comme disait Ferrari, l'expérience est le fruit des erreurs passées. Virgule, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, il faut assumer l'erreur pour soi, il faut l'assumer pour les autres, il faut désincarner l'erreur, il faut la démembrer, il faut la dépersonnaliser, il faut voir la suite d'accidents qui ont fait que cet événement est arrivé. L'infirmière qui a été houspillée, qui a tué, entre guillemets, un malade par injection de potassium, il y avait 32 ou 33 erreurs en amont. C'était une infirmière remplaçante de nuit dans un service inconnu, qui a dans un local un médicament qui n'avait plus d'éclairage que l'éclairage de secours, et c'était les mauvaises boîtes. Il y avait une mauvaise boîte dans la colonne de potassium de telle dose. Elle met l'injection, elle passe sur tous les médias. C'est totalement inacceptable. C'était un ensemble d'événements qu'on fait qu'il y a eu un pépin. Et c'est toujours comme ça. Le Concorde, il y avait, je crois, 15 ou 16 choses complètement impossibles qui se sont produites pour qu'il se crache. Donc, quand il y a un pépin, aucun affect, on se pose, on analyse. Le soutien approprié, c'est la culture de l'établissement, c'est l'humanisme de l'établissement. Quelle est la capacité de la structure d'avoir une culture du soin, des échanges, de partager les valeurs? Quelles sont les formations dont vous bénéficiez? Cette initiative est exceptionnelle dans l'esprit et la manière dont elle se met en place. Tout ce qui a rapport aux outils culturels du soin, la neuroscience, on l'a vu, comment fonctionnent nos systèmes de santé. Un chirurgien prescrit pour 30 000 balles par après-midi, c'est ce que paye la Sécu. Ce n'est pas rien.
les outils physiques et mentaux du soin. Je dis ça parce que pendant des années, et Nicolas Gravenot est venu conférencier avec moi là-bas en Chine, j'ai créé un institut des arts du soin qui maintenant est un programme de formation qui fait partie de mon futur label, où on travaille sur la connaissance du soin, l'histoire du soin, comment se comporter, comment fonctionnent les systèmes de santé, les outils physiques et mentaux du soin. Vous savez qu'en 30 secondes de micro-méditation, vous reprenez tous vos moyens. Des fois, au bloc, quand c'est chaud, ça peut être utile. Après 10 ou 15 malades en consultation, il suffit d'1 à 2 minutes pour que tout se régule et qu'on reprenne ses moyens, on n'est plus agressif. Donc, c'est des choses qu'on doit tous apprendre parce que ce sont nos outils au quotidien. Qui que l'on soit médecin, on est tous des soignants. Donc, la structure, les processus de suivi, d'encadrement, tout doit être basé sur la bientraitance, sur l'humanisme, parce que c'est la technique, on s'en fout, on l'utilise juste. Et j'ai souligné les soignants et les patients. Pourquoi ? Parce que je travaille actuellement, et on parle tous de bientraitance des patients, ok, c'est bien, ça fait des années, on fait tous très attention, de toute façon, c'est notre job avant même qu'on invente le terme. Et la bientraitance des soignants, c'est quelque chose d'essentiel qui était à droite à gauche en filigrane. Maintenant, ça va devenir un vrai label, un vrai audit. Il y a des outils pour mesurer ça. Et vous êtes hors cadre, hors norme, ça je le sais bien, même si ça ne doit pas être tous les jours facile aussi chez vous. Mais il y a des établissements, c'est absolument inconcevable quand on applique les règles de la bientraitance patient aux soignants, le respect des horaires, c'est complètement hors norme. Donc, c'est bien que les gens commencent à se rendre compte de ça et qu'on mette en place aussi pour les soignants des cadres. Donc, je vais finir. J'espère que je ne suis pas trop tardif sur ces 2 dernières dias. On va faire de la philo, je ne peux pas m'en empêcher. Ce tour d'horizon est tellement panoramique, quelque part, et très rapide. C'est Épictète, ce qui dépend de nous. Alors, ce n'est pas de la philosophie cuit-cuit qu'on où on ne comprend rien et c'est un télo. C'est très pratique. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Ça veut dire désincarnons les choses qui viennent. Essayons de les prendre telles qu'elles sont et pas comme on les interprète dans le flux de nos 70 000 pensées par jour qui sont des ressassations des mauvaises pensées de la veille. Prenons les choses nouvelles, découvrons-les et évoluons. Et c'est comme ça que nos cerveaux, petit à petit, vont transformer notre expérience du quotidien en une vision de sages, de gens positifs qui vont apporter toujours plus à une équipe. Rendre parfait ce qui dépend de nous et prendre les choses comme elles viennent. Si on est malade, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on le prend comme ça vient, ça ne dépend pas toujours de nous. Par contre, si ça, on peut le faire bien, on le fait parfaitement bien. C'est l'art de Léonard de Vinci, ce n'est pas la technique qui va nous permettre de faire parfaitement, c'est l'art. Et si on associe ces 2 choses, d'arriver à enlever les jugements et d'arriver à se dire je ne peux faire que ça de bien parce que ça dépend de moi, et une fois que j'ai fait ça, tout le reste, j'assume parce que c'est mon chemin, on est vachement meilleur soignant. Et la toute dernière diapositive, tant qu'à être dans le spirituel, aide-toi, le ciel t'aidera, ça c'est bien, c'est chouette, mais il faut toujours avoir conscience, parce qu'on lui Épictète tous, évidemment, des limites de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On a tous connu des gens au bloc qui étaient en panique, qui pleuraient tous les soirs et qui étaient au bout de leur vie parce que ça n'allait pas. Et moi, j'ai un souvenir très précis de quelqu'un qui était en larmes avant, pendant et après le bloc, quand je suis arrivé ici à Colmar. Et maintenant, c'est la meilleure surveillante de crèche qui existe. Elle n'était pas au bon endroit, avec les bonnes personnes, à faire les bonnes choses. Et là encore, on repense au jugement. Parfois, ce n'est pas bien. On n'est pas au bon endroit, là où on serait vraiment le mieux. Et on ne donnera le meilleur de soi que quand on sent qu'on est au bon endroit, avec les bonnes personnes et à faire les bonnes choses. Avec évidemment un peu de raison. Ce n'est pas tous les jours Noël, on n'est pas en Laponie, quoi. Voilà, je crois que j'ai fini et je finirai sur cette dernière dia et je remercie Pierre-Henri d'avoir mis Persomed aussi dans la plaquette parce que ce que je vous dis là, c'est des séminaires qui durent des journées. Donc, je lance un label qui s'appelle Persomed. Persomed est une société dédiée depuis 20 ans à l'information des patients et de plus en plus, on me demandait de faire des conférences sur la bientraitance, l'humain, etc. Et depuis 3 ans, à la demande du Collège national des gynécos et du ministère, on labellise les maternités françaises pour la bientraitance. C'est le label du CNGOF et je suis en train de rajouter des couches d'analyse, d'audit de bientraitance des soignants et
des patients et de corréler le tout. Donc, nous lançons un label pour travailler dans les services, pour fonder des états d'esprit, rassembler des valeurs, donner du sens, auditer, former. On envoie des gens sur place, il y a des indicateurs, des mesures, des diagrammes pour voir les niveaux de bientraitance des soignants et des patients dans chaque établissement. Il y a des feuilles de route, etc. Et c'est extraordinaire de voir à quel point, et on démarre ça avec les cardiovasculaires dans 6 mois, et j'espère après avec les orthopédistes rapidement. Donc, c'est extraordinaire de voir à quel point il y a des gens de valeur dans le monde du soin et que ces gens ne demandent qu'à travailler en équipe pour partager les choses. Voilà, donc je vais m'arrêter là peut-être. Les exemples éthiques ou techniques, je les laisse à votre convenance et je vais vous laisser la parole. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Pascal. Parfait. Merci. Merci bien. Parfait. Alors, d'abord, je vais poser une question à tout le monde. Est-ce que vous nous donnez une dizaine de minutes pour poser des questions ou est-ce que vous voulez qu'on reporte à une autre session? En tout cas, tous ceux qui ont autre chose à faire peuvent se débrancher pendant que on consacre quand même un petit temps à la discussion. Puis ensuite, on aura un tout petit quiz qui vous sera proposé. Donc, si tout le monde est d'accord, on ouvre les discussions. Peut-être que Pascal, tu peux arrêter de partager ton écran. Oui, oui. Pour que la discussion soit plus vivante. Et puis à chacun de s'exprimer. Donc, qui est-ce qui va se lancer le premier? Peut-être notre cadre de bloc, Stéphane Ariat. Non, mais vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, oui. Donc, Monsieur Gleise a très bien décrit une journée au bloc opératoire. Après, voilà, je pense que tous les acteurs ont un objectif commun, le soin à apporter aux patients, et c'est le but commun. Et je pense que c'est autour de ça qu'une équipe doit se former aussi. Voilà, le travail en équipe qui est forcément primordial au bloc opératoire. Et voilà, pour fédérer une équipe, le but, c'est d'avoir un objectif commun. Et je pense que du soin apporté aux patients, qui nous est cher à tous, est le but primordial. Oui, bah je souscris totalement à ça. J'ajouterais aussi que ce que Pascal a dit sur les valeurs d'humanisme que peut véhiculer un collectif, un établissement, même dans un monde très technologique tel qu'on le vit. Quelquefois, la technologie vient un peu au premier plan, mais ce qui est la valeur la plus importante, c'est cette valeur d'humanisme qui va nous permettre d'interagir entre nous, qui va nous permettre d'avoir de l'empathie pour les patients, d'avoir de la compréhension pour ceux qui font des erreurs. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Pascal sur l'analyse de l'erreur, l'infirmière qui injecte du potassium et qui est jetée en pâture dans les médias, c'est automatiquement quelque chose de très injuste, même si une erreur a été commise, il faut toujours prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre les difficultés des autres. Pascal a aussi parlé des difficultés qu'on peut avoir à la maison avant de se rendre sur son lieu de travail, et puis des difficultés aussi que chacun peut rencontrer dans l'exercice de sa fonction. Le chirurgien qui est archi concentré sur son patient, qui a un peu la pression, qui sent que ça va être un peu difficile et qui sent que la responsabilité est importante. L'anesthésiste qui guette les difficultés et la complication, qui doit être prêt à réagir. Et ça peut amener aussi une tension qui n'est pas apparente, mais qui est réelle. Et puis, savoir aussi que les infirmiers de bloc opératoire font partie à part entière de l'équipe, c'est-à-dire que l'intervention chirurgicale, même l'incision, même si c'est le bistouri du chirurgien qui fait cette incision, derrière ce bistouri, il y a toute une préparation. Il faut que le bistouri soit stérile, il faut que la lame soit la bonne lame, il faut que le bistouri électrique soit prêt. Donc, on ne peut pas exercer ce métier sans que la chaîne de préparation en amont
et toutes les personnes qui collaborent autour de ce patient soient complètement impliquées, motivées pour que ça se passe bien. C'est une belle image que celle du camembert avec chacun a une tranche d'une épaisseur différente et c'est l'addition de toutes ces tranches qui fait le bon camembert, on va dire. Moi, je me permets de remercier Pascal d'abord, parce que, comme vous avez compris, c'est un bon copain. Je voudrais mettre en exergue sa capacité à rendre des choses parfois un peu compliquées à verbaliser assez simples. Alors, c'est un peu la dualité de Pascal, c'est qu'à la fois, on est fier d'être son copain parce que c'est un très bon exemple d'un orthopédiste intelligent, donc je pense que ça fait du bien à toute la profession. Et c'est aussi un mec qui a la capacité à vous mettre, vous savez, le petit enfant qui dit « mais l'empereur est nu ». Pascal, c'est ça, l'empereur est nu. Donc là, il nous a parlé de plein de choses assez évidentes, mais peut-être qu'on ne prend pas toujours assez le temps d'analyser, en tout cas de mettre en place. Moi, je retiens un truc sur le rôle des gens qui sont à nos côtés en salle, c'est que vous êtes un soutien technique. Alors ça, c'est une évidence, en particulier à la clinique du sport où on fait effectivement une chirurgie très technique. Vous êtes un soutien psychique. Alors ça, je me demande si Pascal, il y a peut-être quelque chose d'un peu caché là-dedans, peut-être un soutien intellectuel, on va dire. En tout cas, c'est sûr que vous êtes là pour nous rehausser quand on opère. Et surtout, je retiens un soutien affectif. Ça, c'est hyper important qu'on arrive à faire communauté ensemble et qu'on arrive à trouver tous du plaisir dans le travail. Donc ça, je pense que c'est une notion qui est quand même essentielle. Je sais que les dernières semaines, on n'a pas toujours trouvé bien là où était le plaisir, même si parfois le plaisir peut être dans les choses difficiles. Mais je pense que le plaisir, on va le trouver dans la construction de ce qu'on fait ou de ce qu'on reconstruit. Et il y a plein de pistes dans ce que tu as donné, Pascal. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que peut-être sur une des prochaines sessions, tu nous expliques quelques pistes pour qu'on puisse avoir des travaux pratiques, quoi. Et peut-être un jour, inviter Pascal à venir sur place. Il est déjà venu, mais peut-être à venir, peut-être que ça pourrait être une session de fin de saison de notre petite série Netflix sur l'infirmier ou infirmière de bloc opératoire, mais peut-être célébrer une première saison avec un échange en direct avec Pascal pendant un temps un peu plus long, s'il est d'accord. Donc, je me permets de lancer l'invitation en direct et à l'avance, en espérant que ça soit possible. Avec très grand plaisir. J'ai toujours un grand bonheur à être dans la clinique parce qu'il y a un esprit soignant. C'est ça qui fait votre différence. Tout le monde, enfin, il n'y a pas qu'à Mérignac, mais tout le monde est soignant, de l'administratif à tout. Il y a quelque chose qui fait que les gens dans cet établissement sont bien quand ils font bien et qu'il y a les moyens de le faire et d'en profiter. Il y a tellement de souffrance dans le monde du soin actuellement que je vous vois un peu comme une sorte de bulle à part qui essaye de se protéger. Cette réunion est typique ce soir. Je ne pense pas que le CHU de Strasbourg va me demander de faire une réunion sur la psychologie du bloc. Tout le monde va arriver avec des grenades, ce n'est pas possible. Donc, avec grand plaisir, cette invitation, je viendrai, je consacrerai tout le temps pendant lequel vous me solliciterez. N'hésitez pas à poser des questions à Pascal, hein, il est là pour vous, donc ne soyez pas timide. Même ceux qui veulent brancher leur caméra, vous avez le droit, hein. Ce qu'on pourrait faire là, c'est, je vais peut-être lancer les sondages et on pourrait essayer de le commenter en direct avec Pascal. Comme ça, ce sera une façon d'en saisir un petit peu les nuances et puis de se familiariser avec ce qui fera suite à chacune de ces sessions. Donc, puis vous allez me dire si techniquement ça fonctionne. Alors, je lance le sondage. Est-ce que vous arrivez à… Ah oui, alors attendez. Voilà. Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui. Oui. Voilà. Donc là, alors, ben, je laisse Pascal peut-être poser les questions, puisque c'est lui qui les a rédigées. Et puis,
chacun répond et on verra les pourcentages de bonnes réponses. Alors, la première question. Quelle est la partie de notre cerveau qui nous influence le plus au bloc? Le cerveau ancien, celui de l'aspect instinctif paléo-mammiférien, le nouveau cerveau, celui de la mémoire, de la pensée, de la réflexion, le cerveau des équilibres physiologiques, manger, dormir, le proto-reptilien, ou les trois équivalences, ou aucun. Donc, des trois cerveaux, celui de la préservation des fonctions vitales, celui qui fait penser ou celui du ressenti instinctif, quel est celui qui nous influence le plus au bloc? Vous voyez que Pascal met la barre déjà très haut hein, en matière de questions. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ces questions, c'est qu'il n'est pas, c'est pas une évaluation de vos connaissances. Hein. C'est une façon de revenir sur certains points importants du topo et puis peut-être de les retravailler, peut-être d'en saisir l'occasion pour re-regarder le topo qui sera enregistré et qui sera diffusé sur une chaîne YouTube dédiée. Et puis insister sur des points importants. Oui, tu peux le regarder, de toute façon. Oui. Bon, c'est des questions, comme dit Pierre-Henri, de réflexion. Le but, ce n'est pas de savoir, c'est juste de se poser la question. Je donne la réponse peut-être, Pierre-Henri? Oui, donne la réponse. Oui. Donc, bien évidemment, c'est le premier, c'est celui de l'aspect instinctif paléo-mammiférien. C'est selon comment on se sent qui fait qu'on va réagir. On a tous été à côté de quelqu'un à dire un truc génial et à sentir que ça ne passe pas du tout. Et des fois, on dit des trucs très bêtes. Et puis à côté, on sent que ça passe bien avec l'autre à côté. Ça, c'est le paléo-mammiférien qui fait qu'on a un ressenti. Donc, bien évidemment, c'est celui-là parce qu'il va conditionner le ressenti affectif de l'événement et l'interrelation avec l'équipe dans la salle est conditionnée par celui-là. Toute la réflexion, tout le reste n'est que dépendant de ce ressenti affectif. Les jours où ça ne va pas, on est agressif. En gros, c'est ça. Alors, question 2. Question 2, pour améliorer communication et dialogue. Alors, celui-ci, c'est un choix multiple, donc vous pouvez cocher ce que vous voulez. Il faut être capable de prendre de la distance, il ne faut pas se remettre en cause, il faut se former techniquement, il faut comprendre les racines techniques et humaines de chaque événement, il faut penser à soi et à sa valeur personnelle. Alors, pour ne pas que vous perdiez trop de temps, il n'y en a qu'une qui est fausse, qui est mauvaise. Alors, vas-y, donne-nous le commentaire. Je crois que tout le monde a… Oui, elle est un peu alambiquée, celle-là. Il ne faut pas se remettre en cause. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, pour améliorer communication et dialogue, il ne faut pas se remettre en cause. Il y a une limite à ça, on est bien d'accord. On doit tous en permanence avoir du doute. Mais on sait que si on a trop de doutes, si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut apprendre, on n'aura pas une bonne réaction, on va culpabiliser, on va être en souffrance et ça n'apportera pas à soi ni aux autres. C'est un peu ce que je voulais dire, mais ça peut être lu comme dire non, quoi qu'il arrive, je m'en fous, moi je suis comme ça et je ne me remets pas en cause. J'ai voulu être plus complexe. Donc le QCM n'est pas très pertinent. On est d'accord? Non, mais on pourrait dire il ne faut pas se dévaloriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à la suite d'un problème, avoir comme réaction immédiate de se culpabiliser et de se dévaloriser face au problème. En tout cas, moi, je le comprends un petit peu comme ça. Oui. C'est exactement ça. Merci Pierre-Henri. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'on a dit dans les dias avant, c'est la chose importante. Il faut être bien dans ses pompes, être non affectif, analyser et progresser. Point. Un jour, quelqu'un a demandé à Gagarine s'il avait peur. Et il a dit non, jamais. Et le journaliste lui dit comment? Il dit soit je sais faire, je fais, soit je peux faire, je fais, soit je peux pas, je fais pas. Point. Et ça aide en bloc. Ensuite, gestion. Oui.
Il a beaucoup travaillé sur autre chose quand même. Donc, gestion des conflits. C'est toujours un problème personnel. Ce n'est pas une question de responsabilité. C'est une chance pour progresser. Oublier l'ego et penser au patient. Ramener toujours à l'équipe, à la structure. Donc là, il y en a deux. C'est un choix multiple. Deux sont mauvaises et les autres sont bonnes. Je vais tout de suite à la réponse peut-être. Oui, oui, oui. Donc les choses, ce n'est pas un problème. Les mauvaises réponses sont, c'est toujours un problème personnel. C'est faux. C'est toujours un ensemble d'interactions, de structures, de choses comme ça. Donc là encore, c'est très bouddhiste comme raisonnement. Il ne faut pas culpabiliser. C'est un ensemble de choses et on n'en fait jamais un problème personnel que le chirurgien, c'est lui, puis l'autre, tu as vu, il ne fait pas ça bien, et puis elle a encore mal fait la pièce, etc. C'est tout un ensemble de choses qui font. Si le ménage n'est pas bien fait, ce n'est pas parce que la nana, elle ne fait pas bien le ménage, c'est parce qu'elle ne fait pas bien le ménage, parce qu'elle n'a peut-être pas appris, qu'elle pense à autre chose, qu'elle n'a pas été formée, que les protocoles ne sont pas bons, que la pièce n'est pas éclairée, qu'elle n'a pas la bonne serpillière. Donc, il faut toujours aller chercher le factuel opérationnel et jamais penser personne. La personne n'est qu'un élément, un acteur parmi un ensemble de critères qui est très complexe. Ensuite, ce n'est pas une question de responsabilité. C'est toujours une question de responsabilité pour tout le monde. Chacun est responsable. C'est un peu comme les Suisses. Les Suisses sur la route, ils vous empêchent de doubler parce que là-bas, en Suisse, la Constitution dit que chacun est acteur de la sécurité. C'est comme s'ils avaient une délégation de policiers. Donc, ils s'estiment responsables que si vous faites un excès de vitesse, le gars que vous doublez va vous agresser. C'est un peu une logique où chacun est responsable. Et le bloc, quelque part, c'est un peu ça. Et les bons blocs sont ceux où on arrive à voir les responsabilités de chacun, à les assumer, à l'aider à les assumer, à gérer les parts de responsabilité, toutes ces choses-là. Donc, ce sont les deux mauvaises réponses. Les bonnes réponses, c'est qu'un problème, un conflit, c'est une chance pour progresser. Il faut oublier l'ego, il faut penser au patient, c'est la seule chose qui compte. Et on ramène toujours à l'équipe, à la structure, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Moi, je ne sais pas, mais le fait de manger au bloc avec l'équipe, c'est on reprend un peu de café et tout va mieux. C'est toujours plus facile que lorsqu'on est chacun dans sa tête. Et moi, je reviendrai un petit peu là-dessus, peut-être pour, en tout cas, donner ma compréhension de ça. Quand on dit qu'un conflit ou un problème n'est pas un problème personnel, ça ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise par rapport à ce problème. C'est-à-dire qu'il faut ne pas se culpabiliser à l'excès, mais ne pas non plus s'échapper devant ses responsabilités. Et ça, c'est un équilibre assez précaire, quoi. Il ne faut pas s'effondrer en se culpabilisant à l'excès, mais il ne faut pas non plus fuir ses responsabilités. Je ne sais pas si Pascal, si tu es d'accord là-dessus. Non, tu le dis très bien, tu le dis parfaitement bien. C'est ce juste équilibre d'être bien dans ses pompes, mais être capable de réfléchir et de voir comment on peut progresser. Donc, quelque part, toujours un petit peu se remettre en cause, mais sans s'effondrer, sans s'abîmer. C'est progresser de chaque crise, quoi. C'est exactement ça. Et puis, assumer ses responsabilités, bien évidemment, mais le faire bien et d'une manière positive et responsable. Mais là encore, c'est aussi des structures dépendantes. Ça dépend de l'équipe, ça dépend de tout un ensemble de gestion. Donc, dernière question, Pascal, parce que je crois que Alors, soutien approprié. Quels sont les soutiens qui sont appropriés? Les formations continues, l'assistance psychologique, changer de poste, repas de service au grand complet et arrêt maladie systématique. C'est une réponse à choix multiple. Alors là, les bonnes réponses sont les formations continues. Plus on apprend, plus on s'élève, plus on devient sophistiqué, plus on décide mieux. L'assistant psychologique, c'est important. Bien sûr, c'est le pote qui boit le café après le boulot en disant « t'inquiète pas, ça va aller », mais c'est le cadre, c'est la capacité d'échange, d'endroit où on peut se retrouver, analyser, où chacun peut… Tout le monde culpabilise quand il y a un pépin, donc c'est très important de se mettre ensemble autour d'une table et tous se dire « il y a un ensemble de choses, mais ne nous abîmons pas, on fait de notre mieux et on le vaut bien ». Changement de poste,
Surtout pas. C'est une fuite, ça laisse des cicatrices. D'abord, on résout les problèmes, d'abord, on va au bout de soi-même par le haut, et après, on change de poste parce que c'est sur la durée, mais pas en cas de pépin. Repas de service au grand complet, là, c'est très important. Les repas de service sans médecin, ce n'est pas pareil. Et que les médecins ne soient pas au bout de la table entre eux, qu'ils soient de partout. Et ça aide vraiment à créer quelque chose qui fait qu'en cas de pépin, les relations ne sont pas les mêmes. Et l'arrêt maladie systématique, surtout pas. Bien évidemment, toute fuite en cas de difficulté n'est pas un soutien, mais au contraire une aggravation de la souffrance qu'on peut avoir de cette difficulté. Donc, le QCM, c'est juste pour faire un petit peu tout le tour. Dès qu'il y a du contact, de la relation, du partage dans la difficulté, et que ce partage est bienveillant, avec une relation affective qui est très forte entre personnes du bloc, même si on se croise, on croit qu'il se passe des choses très profondes. Partez en commando 2 jours, 10 ans après, c'est votre meilleur pote quand vous le retrouvez. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Donc, les 2 mauvaises réponses, c'est changement de poste et arrêt maladie. Je crois qu'on est tous passionnés par le sujet, mais on a promis qu'on respecterait le mieux possible le timing. Donc, je vais peut-être laisser Nicolas conclure, puisqu'il il s'est connecté avec un tout petit peu de retard. Et en tout cas, à titre personnel et au nom de tous, je remercie beaucoup Pascal en espérant le retrouver très vite. Moi, je remercie tout le monde d'avoir participé à nouveau ce soir. Je ne vais pas être long. Réfléchissez à la prochaine fois si vous voulez apparaître à l'écran. Ça peut être sympa aussi de se voir pour discuter. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais on est très content de voir, par exemple, Maria qui nous a souri pendant toute la soirée. Et puis, je remercie Pascal de son intervention. Il est dans des terres bien lointaines, mais on pense bien souvent à lui et c'est bien sympa de partager ce moment avec lui. Je vous raconterai, pour ceux qui sont en salle avec moi, demain, les histoires de séminaires en Chine avec Pascal. Je ne crois pas que je l'ai déjà fait au bloc, mais c'est des expériences assez intéressantes. J'ai des films compromettants. Merci à toi, en tout cas. Merci. Merci. Moi, je vous remercie tous. Je remercie Pierre-Henri et Nicolas pour cette invitation. Pour moi, c'est un grand bonheur chaque fois que je les vois. Ce sont de vieux amis. Puis vous avoir rencontré là était très agréable. Et je serai très heureux de vous retrouver à nouveau quand ce sera possible. À très bientôt, Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Excuses à vos Merci. familles et votre entourage. Merci, au revoir. Merci, À au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. C'est fini.